Paris 1881. L'Assemblée nationale vient de voter une loi en faveur de la liberté de la presse et de la liberté de se rassembler. Parallèlement, les lois promulguées par Jules Ferry favorisent la scolarisation et l'alphabétisation, augmentant ainsi le nombre potentiel de lecteurs. Les progrès techniques de l'impression démocratisent l'imprimé. On assiste à une prolifération du support périodique. Rien qu'à Paris, en 1889, 1047 périodiques parsèment les kiosques. Cette image de Grand Jouan, parue dans Le Rire le 16 août 1902, montre bien à quoi ressemblaient ces kiosques à l'époque. Dans une telle effervescence culturelle, les jeunes artistes et écrivains peinent à faire connaître leurs œuvres. Les portes des revues académiques comme la Revue des Deux Mondes, ainsi que les grandes maisons d'édition, leur restent systématiquement fermées. Ils se mettent donc eux-mêmes à créer leur propre revue. Ce phénomène touche l'ensemble de l'Europe. Les revues circulent dans les divers pays européens et dialoguent entre elles, échangeant textes, illustrations et collaborateurs. Une problématique que l'on retrouve largement développée dans les volumes L'Europe des revues. Ces revues, animées par de jeunes auteurs, deviennent des laboratoires d'idées et de formes. Elles sont le support de la modernité. De nouveaux mouvements s'affirment au rythme de leur publication, tels le symbolisme et ses diverses déclinaisons en France et partout en Europe. De nombreux auteurs et artistes émergent à travers les pages de ces revues. Stéphane Mallarmé, Maurice Maeterlinck, André Gide, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Guillaume Apollinaire, Oscar Wilde, Stéphane Georges, Stéphane Zweig, Vallotton, Bonnard, Toulouse-Lautrec, Maurice Denis, Aubrey Beardsley, etc. On assiste à une préoccupation commune sur les notions de modernité et de tradition. Les manifestes et les programmes soulignent la nécessité d'un renouvellement littéraire et artistique qui se caractérise par une volonté très forte de se détacher de toute forme de réel au profit de notions plus universelles où l'art et l'esthétique sont au premier plan. Le rêve, l'idée, l'âme, la sensualité. Ce poème de Maeterlinck, paru dans le supplément français de la revue Pan, illustre bien cette quête de l'idéal. L'heure est triste, enfin, mes sœurs, ôtez mes sandales. Le soir meurt aussi, mes sœurs, et mon âme a mal. Cette diffusion d'idées nouvelles s'accompagne d'un travail sur le renouvellement des formes littéraires et artistiques, surtout dans le domaine poétique, avec la recherche d'un nouveau langage, comme le vers libre, mais aussi dans les domaines théâtral et romanesque. Les artistes sont également très présents dans les revues. Ils proposent de nouvelles conceptions artistiques et à travers leur collaboration avec les écrivains, donnent une dimension nouvelle aux textes avec lesquels ils dialoguent. Les revues assurent la promotion non seulement des écrivains, mais aussi des artistes. Bien souvent, les artistes qui ne peuvent exposer dans les salons officiels bénéficient d'une audience critique au sein même de ces revues. C'est le cas avec Albert Aurier qui, le premier en France, parle de Vincent van Gogh dans la revue Le Mercure de France en 1890. Alphonse Mucha, Félix Vallotton, Maurice Denis, Aubrey Beardsley, Otto Ekman ou James Ensor débutent leur carrière artistique grâce à l'appui de La Plume, la Revue Blanche, Jugend, La Jeune Belgique ou The Yellow Book. Dans le paysage français, La Plume, dirigée par Léon Deschamps, est un exemple particulièrement significatif du rôle de ces périodiques dans la diffusion d'une culture artistique marginale, mais qui finira par s'imposer. La Plume était une véritable entreprise artistique et littéraire. En plus des 20 pages bimensuelles, elle proposait aussi à ses abonnés des réunions littéraires hebdomadaires, des banquets, une maison d'édition, un commerce d'affiches et une galerie artistique, le Salon des 100. La Plume construit un véritable système promotionnel. La première exposition de La Plume, celle d'Eugène Grasset en 1894, est annoncée à grand renfort d'affiches dans les rues, par des publicités dans la revue et accompagnée par un numéro exceptionnel vendu à 20 000 exemplaires. Si toutes ces stratégies promotionnelles étaient déjà utilisées à la fin du XIXe siècle, leur synchronisation est une innovation dont les effets synergiques au service d'une forme de contre-culture artistique sont inédits. En Angleterre, The Yellow Book met en œuvre une autre stratégie novatrice. Il s'agissait de confier les images d'un numéro à une école d'art spécifique. Par exemple, le numéro d'octobre 1895 est confié à la Glasgow School of Art et celui de janvier 1896 à la New Lynn School of Art. En accueillant des écoles de la périphérie, la revue s'oppose ainsi au centralisme artistique et à l'hégémonie londonienne.
Au-delà de l'aspect promotionnel, l'artiste joue un rôle essentiel au sein des revues. Sa fructueuse collaboration avec les écrivains favorise des liens très riches entre le texte et l'image. Le sens d'une création artistique se localise en effet, à la fin du XIXe siècle, de plus en plus dans la tension entre le texte et l'image. Une illustration peut mettre en question le texte, le nuancer, voire le contredire. L'image peut d'ailleurs jouer un rôle indépendant, comme le montre la double table du Yellow Book, avec la letterpress d'un côté, les textes, et images de l'autre, les images. Les images sont indépendantes du texte. Elles sont autonomisées par une page de titre propre et une serpente. C'est le cas dans le premier numéro de Pan, où l'on trouve sur 2 pages le poème Das Trinklied de Richard Dehmel, accompagné d'une lithographie de Georg Lurie. Richard Dehmel reprend un de ses sujets préférés, la beuverie extatique. La problématique centrale du poème est l'angoisse de n'avoir pas assez bu pour parvenir à une ivresse transcendantale avant la tombée de la nuit. Alors que le vin rouge coule à flot dans les premières strophes, la dernière annonce l'arrivée du chevalier noir, la nuit. La tournure dramatique est interprétée de manière allégorique par l'artiste Lurie, à travers 2 cadres. Le premier représente la vie dans une scène dionysiaque, le second est consacré à la mort, montrant un balayeur squelettique au milieu des fantômes. Le coucher du soleil à travers les strophes est interprété par Lurie comme une descente vers l'Hadès. Le mouvement suggéré par l'image joue avec le mouvement d'élévation du poème en l'inversant. L'allégorie rompt avec le texte. À la fin du poème, les compagnons ont atteint l'ivresse espérée. Nous flottons au-dessus de la vie à laquelle nous sommes attachés. Alors que l'allégorie envoie les ivrognes directement aux enfers. L'œil du lecteur est instrumentalisé, la lecture de l'image change le sens du texte. Ces innovations esthétiques entraînent la revue vers de nouveaux horizons, à la frontière entre le livre et le journal. Le choix du papier, la mise en page, le format, la typographie, la présence de gravures d'art et de représentations picturales, les ornements divers comme les lettrines, sont autant d'éléments qui font de la revue un objet parfois proche du livre. A l'inverse, le multicolonnage, la publicité, le goût pour l'affiche et la caricature, la typographie parfois fantaisiste, inscrivent la revue dans le prolongement du journal. Cette multiplicité des tendances fait de la revue un support ouvert, hybride, qui joue avec des matrices diverses pour créer un média sur mesure qui accueille une culture à rebours. L'importance du support, tant dans sa matérialité que dans son contenu et dans ses stratégies médiatiques, préfigure ce qui sera un axe majeur de création des avant-gardes au début du XXe siècle, le futurisme, Dada, le surréalisme. Les revues établissent leurs propres critères de définition de l'œuvre d'art. La communauté artistique s'affirme dans le champ à la fois comme juge et créateur. L'analyse et l'étude de ces revues demeurent, nous l'avons bien compris, d'un intérêt majeur et sont favorisées par de nombreuses numérisations.